Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios de RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui José Bové. José Bové, député européen, militant, écologiste, altermondialiste et candidat aux élections européennes qui arrivent et candidat dans la circonscription du Sud-Ouest. José Bové, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de l'Europe et puis parler surtout de l'image de cette Europe, image qui s'est détériorée très rapidement. Nous avons près d'une heure pour en parler. Vous serez interrogé par trois journalistes, Mathieu Castagnet de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Bonjour. Mais j'ai quand même une question d'actualité à vous poser. Le pacte de responsabilité a été voté, in fine, à l'Assemblée nationale. L'auriez-vous voté, vous? Alors, personnellement, je pense que je ne l'aurais pas voté. Pourquoi? Mais pour une raison assez simple, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est parti dans une logique, on va dire, austéritaire au sens global du terme, et je crois qu'il y avait d'autres alternatives, et qu'on aurait pu envoyer un signal. Je prends deux exemples très simples. On aurait pu, par exemple, économiser 7 milliards d'euros qui est les cadeaux qui est fait sur le gasoil. Est-ce qu'on a besoin, alors qu'on sait que le gasoil est un produit dangereux à cause des particules fines, 7 milliards d'euros pouvaient être économisés. Premier élément. Et puis il y a une autre source financière que je trouve indécente, qui sont les euros cachés par des Français ou des entreprises françaises dans les paradis fiscaux. Les calculs des économistes disent que c'est aujourd'hui un montant de 80 milliards d'euros. Aujourd'hui, je crois que c'est là qu'il fallait aller. Et puis ensuite, on pouvait, et je suis d'accord pour dire qu'il y a besoin d'arrêter cette dette, parce que cette dette est insupportable. Donc là-dessus, moi je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas vivre à crédit, et que les gouvernements de droite et de gauche qui ont été là aux affaires depuis 20 ans, chaque fois on fait des nouveaux cadeaux, chaque fois qu'ils étaient élus, en jouant sur les dettes. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser des dettes aux générations futures, mais en même temps, si on veut rééquilibrer, il faut restructurer, il y a des choses à faire, mais pas n'importe comment. Eh bien, parlons maintenant de l'Europe. Et avant ce rendez-vous électoral du 25 mai, la première question vous est posée par Benjamin Rosier. Alors, une première question, je dirais, assez générale. On voit que l'image de l'Europe s'est énormément détériorée dans beaucoup d'États membres. Les derniers eurobaromètres, notamment fin 2013, le prouvent bien. Pourquoi, selon vous, cette image s'est si rapidement détériorée ces dernières années, cette dernière décennie? Moi, je pense qu'il y a à la fois une incompréhension de ce qu'est l'Europe, de ce qu'elle fait, et de l'image qu'elle donne d'elle-même. Alors, je crois qu'il y a plusieurs responsables. Alors, je dis ça, et en même temps, on vient de voir le dernier sondage en France qui est sorti ces derniers jours, je crois dans le journal du dimanche, qui montre de manière assez claire qu'une majorité de Français pensent que l'Europe est le lieu qui peut les protéger, aussi bien face au marché qu'au niveau de la diplomatie. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Globalement, y compris dans les pays qui ont eu les plus dures situations, je pense à la Grèce, à l'Espagne ou au Portugal, aucun de ces pays ne veut sortir de l'euro, de manière très claire. Et ça semble assez important à le dire, parce que malgré les manifestations qu'ils ont pu faire, ils sont attachés à l'euro et à l'Europe. Donc, pourquoi il y a une mauvaise image? Je crois que les premiers qui sont responsables, ce sont souvent les gouvernements. Parce qu'il y a cette façon assez caricaturale, et ça nous on le voit en France, chaque fois le chef de l'État va à Bruxelles, c'est pour arracher quelque chose. Et quand il revient, si ça ne va pas comme il veut, c'est la faute à Bruxelles. Donc il y a une vraie responsabilité des politiques qui ont un double langage. Pour parler cru, ils sont quand même très faux culs. Parce qu'ils disent, et quand ils sont en réunion du Conseil, c'est amen à tout, et quand ils sont à Paris, c'est plus du tout la même chose. Et là, je crois qu'en France, on a un problème, on pourrait le régler sans que ça coûte un centime. C'est-à-dire que pour avoir un mandat, quand on va discuter, si le chef de l'État va discuter à Bruxelles, la moindre des choses, c'est que le Parlement, avant, se soit exprimé sur le mandat qui est donné au chef de l'État. C'est ce que fait Angela Merkel. Quand Angela Merkel discute au Conseil, le Bundestag lui a donné un mandat. Si dans la discussion, les choses ne vont pas comme elle l'entend, elle dit, écoutez, attendez, moi je ne peux pas avancer plus, j'ai un mandat. Le gouvernement français, jamais.
parce que tout est réglé au niveau de l'Élysée et du gouvernement. La représentation nationale n'est jamais dans le débat. Et ça fausse complètement le rapport, je pense, à l'Europe. Une question maintenant de Mathieu Castagnier de La Croix. Vous pointez ce que vous appelez le double discours, pour être poli, des politiques en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de fonctionnement de l'Union européenne? Est-ce qu'elle n'est pas trop grande, trop diverse? Est-ce que ses valeurs se sont pas un peu étiolées? Est-ce que l'envie d'aller plus loin tous ensemble, elle n'est pas devenue impossible à réaliser maintenant qu'on est 28, peut-être 30 demain ou après-demain? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut un noyau dur de pays plus déterminés, plus allants, pour faire plus d'intégration? Vous qui rêvez d'une Europe fédérale, est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourra la faire dans les limites qui sont les siennes actuellement? Alors, pour moi, la réponse est oui. Alors, il y a peut-être des pays qui ont plus de moyens. Par exemple, ceux qui sont dans la zone euro, qui partagent la même monnaie, peuvent aller peut-être plus vite pour un certain nombre d'éléments. Je pense par exemple pour la taxe sur les transactions financières, c'est déjà au niveau de ces pays-là qu'on peut aller plus vite. Donc on peut construire déjà un budget européen autonome avec ces 18 pays. Pourquoi pas? Mais la réalité, elle est historique en même temps. C'est-à-dire que l'Europe, c'est d'abord ce rêve de la paix. Ça a été ça après la Seconde Guerre mondiale, et ça a été le rêve de Schuman, par exemple. Ça a été cette aspiration-là. L'élargissement de l'Europe s'est fait dans le même esprit. La chute du mur de Berlin, c'est quand même un événement incroyable. Le fait qu'on ait pu intégrer l'ensemble de ces pays qui avaient été victimes du joug communiste, et qu'ils fassent partie de la même communauté européenne dont ils faisaient partie, de manière complètement différente, évidemment, avant les 2 guerres mondiales, c'est quelque chose d'historique, de fondamental. Moi, je ne me vois pas de dire demain aux Polonais, aux Roumains ou aux Tchèques, écoutez, c'est bien, mais vous êtes des Européens de seconde zone. C'est eux, aujourd'hui, qui sont les plus près, qui affrontent Poutine. C'est eux qui sont en première ligne. On va dire aux Baltes, écoutez, vous êtes des Européens de deuxième zone. Ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Donc, ayons le courage de l'Europe, n'ayons pas l'Europe honteuse. Moi, je crois que c'est ça vraiment qui est important à dire. Mais ça veut dire pour ça aussi qu'il faut qu'on explique comment l'Europe permet aux gens de vivre mieux que s'ils étaient chacun recroquevillés dans leur petit pays. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Vous ne voyez pas l'Europe comme le prolongement des intérêts américains. Vous ne prenez pas pour cible les États-Unis. Je ne me suis jamais battu contre les États-Unis en tant que peuple, ni en tant que pays, parce que ça n'a pas de sens. Une logique d'entreprise, qui sont d'ailleurs des logiques plus transnationales que nationales. Quand je me bats contre Monsanto ou contre des grandes firmes, est-ce que vous allez me dire qu'elles sont américaines? Moi, j'en sais rien. Parce que Pioneer ou Syngenta, ce sont aujourd'hui des pieuvres internationales. On va dire que ce sont des entreprises qui n'ont plus de lien avec un territoire. Enfin, la plupart sont américaines quand même. Pas simplement. Non. Syngenta est basé en Suisse, en Grande-Bretagne. Donc, non, je crois que de ce côté-là, on ne peut pas parler aujourd'hui d'entreprise nationale. Donc, quand je parle aujourd'hui de l'Europe, je dis que d'un côté, il y a le rêve européen, ce qu'on est en train de construire sur la vie quotidienne des gens. Comment on peut protéger? On a des normes les plus fortes, par exemple, en matière alimentaire, en matière environnementale, face aux produits chimiques avec REACH. Alors voilà, qu'est-ce que vous direz pour le traité transatlantique? Qu'est-ce que vous allez dire aux Américains? Qu'est-ce que vous diriez aux Américains qui veulent justement que nos normes soient moins restrictives? Là, il y a bien un enjeu national. Il y a un enjeu de politique. Il y a un vrai enjeu de politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, des politiques économiques européennes sont des politiques libérales qui sont pour l'ouverture des marchés coûte que coûte. Et là-dessus, je me bats très clairement contre les politiques de libre-échange. Mais aujourd'hui, il faut dire très clairement qu'il faut empêcher cet accord d'avoir lieu. Très clairement, on va l'empêcher, on va se battre de la manière la plus large possible. Pour une raison très simple, c'est que ce traité, au cœur de ce traité, il y a l'attaque de la démocratie. L'attaque de la démocratie, ça veut dire que les entreprises pourront avoir le droit d'attaquer les législations des pays ou l'Union européenne, mais pareil aux États-Unis, si elles vont contre leurs intérêts. Parce que ce n'est pas à sens unique cette affaire. Nos normes sont menacées, sanitaires, environnementales, de droit de travail, mais aux États-Unis, ce sont les appels d'offres qui sont menacés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on protège les communautés, les communes, les États, quand il y a des appels d'offres pour des infrastructures. Eh bien, eux, ils veulent le protéger et ils ont le droit de le faire. Et moi, je crois qu'elles ont raison. Et ça, c'est contre des entreprises qui pourraient avoir leur siège en Europe.
On prolonge cette discussion, cet entretien sur l'image de l'Europe avec Benjamin Rosier de RCF. Oui, alors cette image, pour revenir sur la détérioration de cette image de l'Europe, vous parliez tout à l'heure de la réalité historique, elle s'est fondée sur la paix, vous parlez de rêve européen, mais est-ce que le problème, il n'est pas là d'abord? C'est-à-dire qu'une majorité d'Européens aujourd'hui ne comprennent plus quel est le destin commun partagé par tous ces citoyens européens dans les 28 États membres. Est-ce que ce n'est pas ça le souci? Il est où le rêve européen? Quel est son contenu? Moi, j'aime souvent dire que ceux qui parlent le mieux de l'Europe, c'est ceux qui la détestent. On a parlé des multinationales, ils ne supportent pas nos normes. Mais il y a quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, j'évoquais M. Poutine. Quand M. Poutine parle de l'Europe, il sait très bien de quoi il parle. Parce que quand il a protesté, et quand on voit ce qu'il est en train de faire en Ukraine, quand on sait que la place Maïdan, les gens, ils ne se sont pas battus pour rentrer dans l'Europe. Ils se sont battus pour les valeurs européennes, pour la démocratie, la transparence, la lutte contre des politiciens véreux, voyous. C'était ça les valeurs. Et ce que craint Poutine, c'est que l'esprit de Maïdan, l'esprit de l'Europe, viennent directement sur la place rouge. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Parce que si demain, cet esprit bouleverse la Russie, eh bien, effectivement, c'est la fin du château de cartes. Eh bien, moi, je crois que c'est ça l'Europe. Eux savent de quoi. Ils savent ce que sont les valeurs européennes. C'est la démocratie, ce sont les droits fondamentaux. Il n'y a pas d'espace aujourd'hui sur la planète où les droits fondamentaux sont défendus de la manière dont on les défend. Alors, et parfois, il y a des choses qui vont moins bien. Il faut continuer à se battre parce que le droit, les valeurs, en fait, elles ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Donc la démocratie, c'est quelque chose, c'est un sport de combat, la démocratie. Oui, mais alors pourquoi cette perte de goût chez beaucoup d'Européens, cette perte de goût pour le projet européen? Enfin, on le voit à travers les sondages, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à réduire le chômage de masse, par exemple, depuis des années? Mais je crois que, je disais tout à l'heure, les gouvernants sont ceux qui en parlent le plus mal. Parce qu'en fait, l'Europe, ils ne l'assument pas. Moi, je suis effrayé, souvent quand je vois des gens de grande formation politique, en fait, ils ne savent pas grand-chose sur l'Europe. Souvent, ils en parlent très mal, ils n'ont aucune vision. Je veux dire que la pensée politique, souvent en France, est complètement hexagonale. Alors que la France n'existera plus demain, ni au G8, ni au G20. Il n'y a que l'Europe, demain, qui peut être en discussion avec des pays continents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il faut arrêter de faire les petits cocoricots. Donc ça, eux, ils ont une première responsabilité. Et je dis, l'Europe aussi, souvent, se trompe, n'explique pas les choses. Parce que les gens oublient. Je pense aux jeunes. Les jeunes, eux, ils circulent d'un pays à un autre, aujourd'hui, sans jamais sortir ni leur carte d'identité, ni leur passeport. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Nous, notre génération, même pour aller à Bruxelles, il fallait le passeport et il fallait l'autorisation de sortie du territoire quand on avait moins de 21 ans à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Erasmus, c'est plus de 3 millions de jeunes. Or, Erasmus a complètement explosé l'identité européenne au niveau des jeunes. Donc pour les jeunes, ils sont dans l'Europe. Et quand on voit par exemple ce film que je n'ai pas trouvé génial, mais qui a été culte, qui est L'Auberge espagnole, pour toute une génération, eux, ils sont européens, ils ne se posent même plus la question de savoir d'où ils viennent. Je crois que c'est ça qu'il faut quand même dire aux gens. Une question maintenant de Mathieu Cassagnet de La Croix. Vous nous parlez des valeurs d'ouverture et de brassage qu'a permis l'Europe, mais vous ne partagez pas la critique de ceux, et ils sont nombreux à gauche, qui estiment que l'Europe, c'est aussi beaucoup des valeurs libérales, cette concurrence libre et non faussée, qui est au-delà des rapports de force politiques. L'essence même de l'Europe, c'est plus de libéralisme économique. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette critique qui porte de plus en plus? On le voit, on sent bien que le prochain Parlement sera probablement moins allant sur une Europe fédérale que celui qui sort, et on sent partout la montée d'un sentiment, d'un besoin, d'une aspiration à plus de protectionnisme, y compris face à l'ouverture que nécessite l'Europe. Moi, ce qu'on oublie quand même souvent de dire, c'est que l'Europe, c'est quoi? Ce sont 3 institutions, pour schématiser. Le Conseil, la Commission et le Parlement. Jusqu'à présent, la Commission était désignée par le Conseil. C'est-à-dire, le Conseil, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. La majorité des décisions sont prises à l'unanimité au Conseil. Depuis 5 ans, avec le traité de Lisbonne, le Parlement a augmenté son pouvoir. Il a la capacité d'être le contre-pouvoir au Conseil. La politique, aujourd'hui, est déterminée par le Conseil. Il faut quand même ça. Donc ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui font la politique. Et donc les politiques,
moi je différencie très clairement l'Europe comme avenir commun, et avec ses valeurs, et les politiques. Les politiques ne sont pas permanentes. On peut changer de politique. La concurrence libre et non faussée, elle est dans les traités. Vous aurez beau changer le rapport de force au sein du Parlement européen, le traité s'impose. Ça va dépendre de quoi on parle. Parce que moi, j'aime bien les libéraux, ils adorent les échanges libres et non faussés. Ils adorent ça. Sauf quand ils ont des situations de monopole. Là, il ne faut plus faire de la concurrence libre et non faussée. Moi, je prends l'exemple juste très marrant du gaz de schiste. La France n'avait pas ratifié, n'a pas transcrit dans son droit national l'obligation de transparence sur les appels d'offres. Toutes les entreprises qui ont obtenu les permis d'explorer du gaz de schiste, ça s'est fait sans qu'il y ait de transparence. Nous, on leur a dit, attendez, vous ne respectez pas la liberté. Comment est-ce que vous faites des échanges libres et non faussés sans transparence? Et on peut les prendre à leur propre piège. Et moi, c'est ce que j'appelle faire de l'aïkido politique. Parce que moi, je dis que les traités, aujourd'hui, ils existent. Les traités peuvent se changer. L'Europe, c'est une chose, les traités. Moi, en 2005, j'ai fait partie de ceux qui ont fait la campagne contre le traité constitutionnel. Non pas contre l'Europe, mais contre le fait qu'on ait mis tous les textes économiques avec les valeurs fondamentales et le fonctionnement de l'Europe. Et là, je dis non. Là, je dis non. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Juste sur le gaz de schiste, vous avez une opposition irrémédiable? J'ai une position pragmatique qui me fait dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun avenir pour le gaz de schiste. Et aller chercher toujours la dernière goutte de pétrole ou la dernière goutte de gaz, alors qu'on sait, avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti début avril, qu'on est en train d'exploser au niveau du réchauffement climatique. Donc si j'avais une seule raison pour m'opposer à aller chercher encore ces ressources au fin fond du sol, ça serait celle-là. Le réchauffement climatique, les émanations de CO2, aujourd'hui, nous dit qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Europe doit être ambitieuse, à la fois sur la lutte contre le gaspillage, sur l'efficacité énergétique, mais aussi sur les énergies alternatives. C'est ça qui est le plus important. Le gaz de schiste, aujourd'hui, n'a pas d'avenir. Merci, José Bové, pour ce développement sur le gaz de schiste. Nous allons marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouverons dans un très, très court instant. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec José Bové, député européen, militant écologiste, altermondialiste et candidat à ces élections européennes, candidat d'Europe Écologie Les Verts dans la circonscription du Sud-Ouest. Il est interrogé par trois journalistes, Mathieu Castagnet de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Et alors nous étions bien évidemment en train de parler de l'Europe et j'aimerais que vous me disiez quelques mots de votre métier de député européen. Qu'est-ce qu'un député européen? Comment vous organisez? Combien de temps vous passez à ce métier? On sait très bien que les députés européens ne sont pas toujours très assidus aux réunions. Vous, comment ça se passe, votre métier? Alors d'abord, ce n'est pas un métier. C'est un engagement. Parce qu'on n'a pas vocation à faire carrière de député européen. On est choisi, on est là pour défendre pendant un certain nombre de mandats, 1, 2, 3, peu importe. Moi, je suis pour qu'on les limite dans la durée, mais donc c'est un engagement pour la collectivité, pour un projet. Donc, mon mandat, il est assez simple. On siège à Bruxelles et on siège à Strasbourg. À Bruxelles, c'est le travail des commissions, c'est le travail des groupes. 3 semaines par mois, on est en moyenne 4 jours par semaine à Bruxelles. Et la dernière semaine, on siège à Strasbourg, et là, ce sont les votes. Donc, un parlementaire européen est pris à plein temps. Pour moi, c'est un engagement à plein temps. Je quitte mon domicile du Larzac dans l'Aveyron le lundi matin, et je rentre le jeudi soir ou le vendredi. Une première question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Oui, je voulais avoir votre appréciation sur la politique agricole, parce que depuis que l'Europe a pris en main l'agriculture, ce qui remonte quand même à 62. Voilà, ça a quand même beaucoup d'années et les agriculteurs sont tout à fait familiers des législations européennes. On a quand même assisté à un bouleversement colossal de la société française avec un exode rural très très important. Vous, quel est votre regard là-dessus? Vous avez l'air de défendre l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'a pas contribué à un changement de civilisation, même de la société française, en faisant le choix, finalement, des grandes exploitations, du rentable? Je pense que ça, on a vu ça, je dirais malheureusement, dans l'ensemble des pays industrialisés.
où l'emploi agricole a été liquidé au profit de l'emploi industriel et où on a transféré une partie de la main-d'œuvre des champs vers les usines. Ça, on a vécu ça dans les années 60-70, ça a été le grand exode rural. La PAC l'a accompagné très clairement parce que c'était un objectif de toutes les sociétés. Mais c'était le vôtre ou pas? C'était pas le mien dans les années 60, j'étais pas encore engagé. Mais au début des années 70, quand je suis devenu agriculteur, je me suis battu contre un certain nombre de politiques. Parce que à ce moment-là, j'ai pensé, et je le pense toujours, que la logique de l'agriculture industrielle va complètement à l'encontre de l'objectif qui est de nourrir les gens là où ils habitent. Et que pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est le droit absolu qu'on doit défendre. Donc la souveraineté alimentaire, c'est pas simplement être autosuffisant, c'est ce qu'a fait l'Europe, et c'est vrai que de ce côté-là, l'Europe est aujourd'hui autosuffisante, mais la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples de se nourrir avec leur propre agriculture. Ça peut se faire dans un cadre européen, c'est ce qu'on devrait faire. Malheureusement, des politiques ont été mises en place pour continuer l'industrialisation, un mode industriel agricole, comme on a pu le voir aux États-Unis ou comme on l'a vu dans le système soviétique, c'est-à-dire quelque chose qui va complètement à l'encontre, à la fois qui détruit l'environnement, qui est une agriculture qui est gaspilleuse d'énergie fossile et qui a un rôle néfaste sur le climat. Il faut quand même savoir que 18% aujourd'hui des émissions de CO2 sont liées à l'agriculture. Donc il faut revoir. Et dernier point, cette agriculture se fait au détriment, et ça a été un de mes grands combats, des agricultures des pays du Sud, dont on a pillé les ressources et dont on a obligé les pays à recevoir nos excédents. Donc ça a été mon combat syndical et le combat que j'ai mené dans le cadre de la réforme de la PAC. Alors il y a des choses sur lesquelles on a avancé, d'autres sur lesquelles on a échoué. Mais ça ne suffit pas à vous rendre eurosceptique en soi. Mais je ne suis pas eurosceptique. Oui, parce que mais, moi, oui, mais c'est quand même un... la PAC, c'est quand même 50% du budget européen. Mais 40 actuellement. Mais on a avancé. Un combat qui paraissait impossible il y a 15 ans ou 20 ans, c'était l'arrêt des subventions aux exportations. Aujourd'hui, il n'y a plus un centime qui va pour subventionner les exportations de nos excédents. C'est long, 20 ans, c'est vrai, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Aujourd'hui, l'aide directe chez pas d'agriculteur, 30% de cette aide directe, ça va pour des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est une avancée, c'est jamais arrivé avant. Et on est arrivé à arracher, et ça c'est important pour les pays comme la Pologne, pour la Roumanie, les pays baltes, une aide pour les plus petites exploitations qui font moins de 5 hectares, une aide forfaitaire. Pour ces pays-là, ça veut dire qu'un agriculteur pourrait toucher entre 1000 et 1500 euros. Quand on sait que le revenu moyen du salaire dans ces pays-là est autour de 300 euros par mois, c'est un sacré progrès. Chez nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en même temps, c'est une forme de solidarité. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la nouvelle répartition des aides. On n'a pas pu, parce que là aussi, les lobbies ont été très forts. N'empêche qu'on avance. Et moi, je suis radical sur le fond, mais en même temps, je suis très pragmatique. Parce qu'on n'avance jamais tout seul. Alors, on peut avoir les plus beaux programmes, mais on peut avoir raison tout seul, mais on n'avance jamais. Une question de Mathieu Castagnet, de La Croix. Un autre dossier où vous avez été très radical, c'est celui des OGM. Vous en avez fauché moult champs, vous avez été condamné plusieurs fois pour ça. Est-ce que sur ce combat que vous menez, qui pour le coup est assez partagé par la population française, l'Europe est une aide ou un boulet? C'est au niveau européen qu'on pourra se protéger. Mais c'est pas là où la réticence aux OGM est la plus forte. Au niveau de la population européenne, oui, incontestablement. Plus de 70% aujourd'hui des Européens sont opposés aux OGM. Les États, pour la première fois, il y avait une demande d'autorisation d'un nouvel OGM. 19 pays sur 28 ont dit non. Ça a manqué la minorité de blocage, mais la Commission européenne n'ose pas aujourd'hui signer le texte. Parce que Sauf que M. Barroso a quand même pris une décision que vous avez contestée concernant le maïs transgénique. Il n'a pas... M. Barroso a dit qu'à partir du moment où ces 19 pays avaient voté contre, malgré tout, il n'y avait pas la minorité, la Commission a le droit de l'autoriser. Ils ne l'ont toujours pas fait. Alors que ça fait plusieurs mois que ce vote a eu lieu. Parce qu'il y a un vrai embarras. Aujourd'hui, il faut changer la législation européenne. Alors, il y a deux possibilités. Ou on renforce la législation européenne avec la prise en compte à la fois des questions scientifiques, sanitaires, environnementales et socio-économiques. Et ça, c'est ma position, pour qu'on ait une évaluation large. Ou alors, on renvoie le bébé au pays avec la possibilité pour les entreprises de négocier avec chaque pays. C'est ce que voudrait aujourd'hui la Commission européenne.
parce que ça serait, dans le cadre de la négociation de l'accord transatlantique avec les États-Unis, une épine de moins dans le pied de l'Europe. Eh bien, nous, on se bat contre ça, et je demande à la fois aux autorités françaises, mais à ceux qui se mobilisent aujourd'hui, je pense aux Autrichiens, je pense aux Italiens, aux Polonais, qui sont très en avance sur la question des OGM, de justement mettre en brèche cela. Donc ça va être un des combats dès le prochain Parlement élu. Une question de Benjamin Rosier de RCF. Pour rester sur la question des OGM, on sent quand même un débat impossible en France et en Europe, de manière dépassionnée sur cette question-là. Je vais être un petit peu provoquant. Paradoxalement, est-ce que votre posture n'empêche pas ce débat? Alors je m'explique, quand on va faucher des essais qui essaient de voir et de prouver l'innocuité ou non de certains OGM, est-ce qu'on n'empêche pas un débat dépassionné? J'ai jamais fauché des OGM qui avaient pour but de montrer leur innocuité. C'est pas vrai, ça. Tous les champs qui ont eu lieu... Vous, c'était des essais en plein champ, c'était pas des essais de tests expérimentaux type CIRAD, INRA, parce qu'il y a eu ces fauchages-là aussi. CIRAD, j'ai participé, oui, j'ai été en prison pour ça. Oui, celui-là, je l'assume. Mais parce que l'idée de cet essai, c'était un essai pesticide qui devait être repiqué en Camargue. Oui. Les riziculteurs n'en voulaient pas, c'était du riz. Et donc, effectivement, on l'a fait avec des paysans indiens qui étaient venus d'Inde. Bon. On passe cette affaire-là. Les essais en plein champ, je crois que le seul but des essais en plein champ, c'est d'obtenir leur autorisation de mise en culture. C'était ça. Donc, effectivement, pour arrêter l'arrivée des OGM, à un moment, quand tous les recours ont été épuisés, eh bien, on a dit, on est obligé d'assumer nos responsabilités. Ce que j'ai fait, on l'a fait à visage découvert, et on a assumé jusqu'à ce que le président Sarkozy, au moment du Grenelle de l'environnement, et il faut lui reconnaître ça, a dit... La France refuse les OGM pesticides. Or, c'est 99,9% des OGM dans le monde résistants à un herbicide ou transformant la plante en insecticide. Mais pour revenir sur le maïs transgénique, le Mont 810, produit par la firme américaine Monsanto, là-dessus, toutes les études, je dirais, par rapport à l'autorité européenne sanitaire, toutes les études, pour l'instant, tablent sur une innocuité. Alors bien sûr, on peut contester ces études, on peut parler de l'influence des lobbies, mais est-ce que là-dessus, on n'est pas finalement sur, je reviens sur ma question initiale, sur un débat impossible, alors qu'on a quand même des éléments pour débattre? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en théorie, vous avez raison. Sauf qu'en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que l'Agence européenne sanitaire des aliments, jusqu'à il y a 2 ans, était quelque chose de complètement opaque, pas du tout transparent. D'accord. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? La présidente de l'agence était membre du plus gros lobby international qui s'appelle l'ILSI. Elle faisait partie du conseil d'administration. On a été obligé en tant que parlementaire de dénoncer cela. Je l'ai fait démissionner. Elle a été contrainte de démissionner. Et on s'est rendu compte ensuite que les outils scientifiques qui permettaient d'analyser les nouveaux OGM venaient directement de chez Monsanto. C'est-à-dire que les critères d'analyse, Monsanto arrive à l'agence européenne, et les critères pour analyser sa demande, ce sont les éléments scientifiques donnés par Monsanto lui-même. Comment est-ce qu'on fait pour être partie prenante de cette manière-là? Donc ça montre qu'il y a une controverse scientifique. C'est pour ça que moi je pense que, et à la fois il y a l'aspect scientifique, l'aspect sanitaire, l'Europe vient de lancer une grande étude qui va durer 2 ans sur l'aspect sanitaire, très important. Il y a l'aspect environnemental, c'est les risques pour les autres espèces et l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, qui commence à venir. On demande à ce que ça soit renforcé. Et enfin, il y a les aspects socio-économiques. Les aspects socio-économiques, c'est les effets des OGM qui polluent le champ du voisin par rapport à un agriculteur biologique qui ne pourrait plus vendre ses produits. Comment on fait avec ça? Quel est l'intérêt, quel est le plus que ça apporte? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus en considérant les autres aspects qui pourraient être négatifs économiquement ou socialement? Tout ça doit être pris en compte dans l'évaluation. Et ça avance. Ça, depuis 2 ans, moi j'ai travaillé par exemple avec la directrice de cette agence, qui était française, Madame Catherine Gélin-Lenné, qui a été là pendant 10 ans, et on a vraiment avancé, à tel point que l'EFSA, donc cette agence, m'a invité pour ces 10 ans pour faire un speech, parce qu'on a travaillé ensemble, on a avancé.
Donc les choses ne sont pas fermées. Et on a pu vraiment avoir un débat constructif. Alors on va abandonner les OGM J'espère. un court instant. J'espère. En tout cas sur Définitivement. ce plateau. Et je donne la parole à Mathieu Cassagnet de la Croix pour une autre question. Oui, Mathieu. on vous entend depuis le début de l'émission très enthousiaste sur l'idéal européen, nettement plus sceptique sur l'orientation des politiques menées. Est-ce que vous pensez que ce discours qui marie à la fois enthousiasme et critique est audible par l'opinion au moment de ces élections, et est-ce que vous pensez qu'il va vous permettre de réaliser ou de rééditer la performance inédite pour les écologistes d'Europe Écologie la dernière fois, qui vous avait amené jusqu'à 16% des suffrages? Écoutez, en tout cas, on ne va pas changer de ligne. Parce que moi, je ne vais pas faire une campagne où je vais essayer de m'aligner sur les baromètres eurosceptiques aussi ou là. Ça n'a pas de sens. Nous, on défend un projet qui est cette Europe fédérale et démocratique. Et en même temps, les critiques très claires, on a vu sur l'accord de libre-échange, sur un certain nombre de politiques européennes qu'on a combattues, et sur lesquelles on a des propositions sur la question du climat, etc. C'est ça notre projet. Et on va se défendre là-dessus. Je crois que les gens ont compris. Les gens sont favorables à l'Europe. Et je suis sûr que si les gens comprennent déjà qu'il y a une élection le 25 mai, parce que c'est ça la première bataille, c'est de faire comprendre, et c'est heureusement qu'il y a des émissions qui vont parler de l'Europe, et comme celle-ci, eh bien, je pense qu'ils vont pouvoir entendre ça. C'est de dire, oui, l'Europe, c'est notre cadre, et c'est notre avenir commun. En même temps, il faut donner des majorités pour changer les politiques européennes. Et c'est l'objectif qu'on essaye d'atteindre. Alors, je ne sais pas si on réussira, j'espère. Moi, j'espère qu'on fera 10 plus X, mais je ne sais pas où s'arrêtera le X. Mais en tout cas, c'est notre objectif. Louis Dauphin de Radio Notre-Dame. Vous vous considérez comme un Mélenchon des hauts plateaux, un peu? Ah bon? Le Mélenchon des planèzes? Je crois. Non, est-ce que vous La avez un mine peu, est-ce que votre surprise posture- de José Bové. Est-ce que votre positionnement aujourd'hui vous met comme une sorte d'aiguillon un peu de la gauche, vous place dans cette catégorie-là? Absolument pas. Est-ce que Je vous me risquez- situe très clairement en opposition à la fois au discours de Marine Le Pen et au discours de Mélenchon. Parce que pour moi, ce sont des discours qui font complètement fausse route. Le discours de Marine Le Pen, avec sa haine de l'Europe et son repli complètement fou, qui nous ramène dans des temps passés, avec cette volonté de faire un mur autour de la France, comme si les gens allaient vivre mieux enfermés dans un mur, ça n'a pas de sens en sortant de l'euro. Et je pense que ça, c'est faire complètement fausse route. De la même manière, Jean-Luc Mélenchon, avec son positionnement aujourd'hui, dont on ne sait pas s'il est souverainiste de gauche, comme l'était Chevènement, c'était une position assez ambiguë, on ne sait pas très bien où il veut aller. Mais en tout cas, il y a un mélange consternant chez lui entre la remise en cause de l'Europe et des politiques européennes, et il fait un amalgame. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose de dangereux, parce qu'en réalité, je ne crois pas, je crois qu'il est opposé, qu'il ne croit pas dans l'Europe. Mais est-ce que vous voyez comme étant quelqu'un de contestataire? Mais moi, je me vois comme quelqu'un qui essaye de défendre l'Europe, mais qui essaye de dire, ce sont les citoyens qui vont déterminer les politiques. C'est par le vote qu'on peut changer. Le problème qu'il y a, et que souvent, la caricature qui est faite en France, on se dit, on va voter pour un tel ou pour un tel, très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Pour chaque sujet, il faut construire une majorité différente. Et donc, on travaille à essayer, par le consensus, ou en tout cas par le compromis, d'avancer sur des politiques. Alors, j'ai une partie de la vérité, celui qui est à côté en a une autre, sur la politique agricole. J'ai travaillé, par exemple, avec Michel Dantin, qui était de l'UMP, ou d'autres députés qui étaient d'autres partis, de d'autres nationalités, etc. Mais peu importe. L'idée, c'est comment on fait pour y aller. Et à l'Europe, c'est ça la différence du Parlement européen. Et souvent, les gens ont du mal à se le représenter. On travaille radicalement différemment de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée des nations françaises, où vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la majorité, point barre. Ce qui fait que, où on perd 5 ans, parce qu'on peut toujours brailler, ou on perd 5 ans parce qu'on est godillot. Alors ça a l'air d'avoir changé un tout petit peu, mais enfin globalement ça reste pareil. Une question encore sur l'Europe de Benjamin Rosier. Rapidement, on comprend bien que ce que vous voulez, c'est quand même faire évoluer le contenu des politiques économiques et sociales de l'Europe actuelle. On va reprendre juste l'exemple agricole. Vous parlez de souveraineté alimentaire. Pour ça, il faut une dose de protectionnisme aujourd'hui, pour sortir de ce paradigme de l'Organisation mondiale du commerce que vous dénoncez, la libéralisation des échanges. Quelle dose de protectionnisme, pour quelle dose vous militez exactement? Courte question, courte réponse. Alors, je pense que, pareil, sur l'agriculture, c'est assez simple.
à partir du moment où on produit, par exemple, des produits laitiers, du bœuf, des viandes, bref, ceux dont on a besoin, est-ce qu'on doit importer au risque de mettre en péril l'avenir des agriculteurs? Sur l'exemple de libre-échange avec le Canada, qui est de négocier en même temps qu'avec les États-Unis. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de bœuf qui viendraient vont déséquilibrer complètement le marché. C'est la même chose qui s'était passé avec la viande ovine au milieu des années 80 avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on doit prendre ce risque? Moi, je dis non. Il faut taxer très clairement aux frontières pour limiter les volumes des importations. Parce que c'est une atteinte à la souveraineté alimentaire et à la possibilité, pas simplement d'avoir l'alimentation, mais de faire vivre les territoires européens. Donc c'est un modèle aussi de société, de développement qu'on a à l'Europe. On peut prendre d'autres exemples. Moi, je suis pour qu'on ait une véritable taxe carbone aux frontières, globalement sur les importations. Ça me paraît indispensable. Pourquoi se lancer aujourd'hui dans le marché à tout prix quand on sait très bien que ce type de marché se fait d'abord entre les multinationales et à l'intérieur même des multinationales entre elles? La partie de la richesse dans les échanges internationaux de produits réels est assez limitée. C'est à peu près un tiers de ce marché. Donc je crois qu'il faut vraiment évaluer les choses de manière différente. En fait, on va marquer. Mais ça a toujours été ça. J'aime pas protection, c'est pas forcément un gros mot. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, je pense que l'Europe doit protéger les citoyens, mais protéger aussi globalement un mode de vie, un modèle. On n'a pas à avoir honte. Les États-Unis n'ont pas honte de leur modèle. Alors, c'est pas forcément le nôtre, mais ils n'ont pas de complexe. Nous, on est maso. Les Européens sont souvent maso. Avant même qu'on ait négocié, on est prêt à changer notre modèle pour être plus gentil avec celui avec qui on négocie. C'est un peu zinzin comme façon de faire. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait un président de la Commission qui ait la tête sur les épaules et qui ait une vision. Or, malheureusement, le système qu'on a jusqu'à présent, où les chefs d'État, en général, mettent à la tête de la Commission celui qui leur fera le moins d'ombre possible, font qu'on a une Europe complètement fade. Et M. Barroso nous a fait perdre 10 ans dans la construction européenne, clairement. Mais ça, c'est clairement la faute des chefs d'État et de gouvernement, qu'ils soient sociodémocrates ou de droite, hein, d'ailleurs. Merci. On marque une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et on retrouve dans un court instant José Bové pour parler des écologistes, cette fois-ci en France. On se retrouve pour cette troisième partie de Face aux chrétiens avec José Bové, député européen, militant altermondialiste, militant écologiste. Alors on va parler des écologistes, cette fois-ci un peu en France, avec Mathieu Castagnet de La Croix, avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Mais j'ai envie de vous poser, José Bové, d'abord une question pour parler des écolos. Il y a une nouvelle ministre chargée de l'environnement et de l'écologie, Madame Royal. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Ségolène Royal? Alors, qui a déjà été ministre de l'écologie dans un précédent gouvernement. Exactement. Moi, Ségolène Royal, c'est vrai que je la connais depuis très longtemps, puisque les premières, on va dire, les premières choses que nous avons faites ensemble, les premières actions que nous avons menées, c'était il y a très longtemps, quand elle était que députée, pour la défense des fromages au lait cru. Alors, ça paraît un peu anecdotique, sauf que c'était quand même vachement important par rapport aux appellations d'origine contrôlée. Donc c'est un travail qu'on a fait il y a très très longtemps. Puis on s'est retrouvés sur le terrain. Elle est venue me soutenir notamment à Poitiers lors d'un procès de faucheurs volontaires. Donc, alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'elle maintenant? Et là, je ne sais pas quels vont ses moyens, très sincèrement. Je suis quand même un peu inquiet. Parce qu'on en est, si mon compte est bon, au 4e ministre de l'écologie en 2 ans. Ils ont tous été dégagés quand ils ont commencé à rentrer dans le dur. Est-ce que Madame Ségolène Royal aura les moyens de sa politique? Est-ce qu'elle voudra très clairement aller vers la transition énergétique? J'ai pas beaucoup aimé sa déclaration, pour être franc, sur la pollutaxe. Je ne parle pas d'écotaxe, j'aime bien parler de pollutaxe, qui est plus juste. C'est-à-dire que quand elle dit « on va uniquement mettre une vignette aux camions étrangers qui traversent notre pays », c'est du juste grand n'importe quoi. Le problème de la pollution, c'est pas tel pays ou tel pays, c'est globalement, c'est un mode de transport. Donc la question, c'est pas de pénaliser des activités économiques, mais c'est de les transformer.
c'est comment on va financer les nouvelles infrastructures ferroviaires notamment, ou d'autres projets où cette pollutaxe pouvait permettre de payer une partie sur les tramways, etc., 20% en général. Voilà, si on abandonne ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis un petit peu inquiet là-dessus. Mais j'espère par contre que sur la question des OGM dont on parlait tout à l'heure, elle va être ferme, que sur la question du gaz de schiste, la politique va rester là, avec le débat sur le code minier. Bon, moi j'attends, mais l'enjeu vraiment, c'est la question de la politique de transition énergétique. Une question de Mathieu Castagnier, de la Croix. Alors, depuis le début du mois d'avril, les écologistes ne sont plus au gouvernement. Et là, en cette fin de mois, début mai, ils semblent être même sortis de la majorité en votant contre le programme de stabilité. Et clairement, est-ce que vous faites encore partie, vous, écologistes, de la majorité parlementaire, gouvernementale, présidentielle de François Hollande et de Manuel Valls? Alors ça, c'est vrai qu'il faut leur demander à eux. Mais globalement, je pense qu'il y avait un accord. Non, mais je parle des parlementaires. Oui. Hein. Il y avait un accord qui avait été signé en mai 2012 sur un certain nombre de projets et de lignes. Visiblement, dans le système français, quand on signe un accord, on n'est pas forcément obligé de le respecter. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui est complètement différent avec le système allemand. Parce qu'en Allemagne, on peut être minoritaire dans un accord, c'est ce qui s'est passé avec les sociodémocrates quand les Verts étaient au gouvernement avec eux, ou là aujourd'hui les sociodémocrates avec la droite de Mme Merkel. Quand on est minoritaire en Allemagne et qu'on signe un accord, on va au bout. C'est un accord de gouvernement. En France, ce sont des vœux pieux. Donc moi, je pense que par rapport à ça, on est complètement en retard dans notre mode de démocratie. Donc nos deux ministres ont compris que eux, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Le mouvement a décidé clairement de ne pas accepter un poste dans le nouveau gouvernement, qui n'aurait certainement pas été d'ailleurs celui de l'écologie, mais plutôt celui des affaires sociales. Bon, mais peu importe. Là, sur le pacte, il y avait un désaccord, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on sera sur une position et que nos députés et nos sénateurs vont rester en permanence en disant on est opposé, on est opposé, opposé. Ce n'est pas la stratégie. Sauf qu'en France, vous savez, on le disait tout à l'heure, où on est blanc ou on est noir. On a du mal à dire sur telle chose on est pour, sur telle autre on est contre. Mais je pense que ça va quand même être ça leur politique. Benjamin Rosier de RCF, une question. Mais comme membre d'Europe Écologie Les Verts, même si vous êtes eurodéputé, vous n'avez pas quand même l'impression de vous être fait berner, je pose la question très directement, par François Hollande durant la campagne de 2012, 2 ans plus tard? Mais pour s'être fait berner, il fallait croire déjà que les choses allaient changer. Vous y avez cru un petit peu, il y avait mais des bien ministres, sûr qu'on y a cru, mais simplement, en même temps, on n'était pas naïf. Et c'est vrai que ce mode, je pense que ça montre vraiment bien la fin de cette Ve République, cet système monarchique qui rend fou. Cette République monarchique rend fou les hommes qui arrivent au pouvoir. Ils sont cinglés. Alors ceux qui y rêvent tous les matins en se rasant, ou ceux qui y sont, une fois qu'ils y sont, ils ne veulent plus rien changer. Moi, je crois que nos institutions, aujourd'hui, sont à bout de souffle. On n'a pas de proportionnel au Parlement, et on a tout qui est concentré à l'exécutif. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Et le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est sur l'Europe. Je trouve que c'est quand même intéressant. Jusqu'à présent, les affaires européennes étaient gérées par les services du Premier ministre. Eh bien, ça vient d'être changé et d'être ramené à l'Élysée. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? La France, c'est le seul pays européen où on a coupé la tête à un roi, mais l'État est encore plus puissant que le roi. C'est quand même un système cinglé. Moi, le stato-nationalisme français, c'est quand même une grande maladie pour moi. On n'est pas capable d'évoluer. On n'est pas capable de faire confiance aux citoyens. Tout ça parce qu'on a peur de perdre sa majorité. On est dans une logique qui est gérée par 2 partis qui ne veulent surtout pas faire en sorte que la démocratie rentre. Mais c'est comme ça qu'on est en train de créer des monstres avec des rejets ou des extrémismes qui jouent complètement sur ce manque de démocratie. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. L'écologie n'est ni de droite ni de gauche en soi, José Bové justement. Est-ce que vous vous intéressez à la pensée... Mais elle est plus que ça. Elle est plus que ça, elle dépasse les clivages. Est-ce que vous vous intéressez à la pensée ou au discours que l'Église a pu développer sur ces questions-là? Je pense à Benoît XVI par exemple, qui dans une encyclique a parlé de réforme agraire pour l'Amérique du Sud. La tyrannie invisible de l'argent, c'est le pape François. Alors ça va au-delà de l'écologie, mais ça aussi c'est une façon de penser le système économique. On a l'impression que souvent les écologistes ne savent parler qu'à la gauche. Et qui s'intéressent peu finalement que le monde même catholique, chrétien ou de la religion en général est quelque chose qui n'entre pas dans les cases. C'est vrai. Alors c'est intéressant parce que
alors avant l'émission, on ne va pas se raconter d'histoire, on discutait à la fois de Lanza del Vasto, dont moi j'ai été proche et j'ai travaillé avec lui, Lanza del Vasto qui a mené cette communauté de l'Arche et donc catholique assumé, qui a vraiment été un militant à la fois de la non-violence, mais en même temps de l'écologie. Et puis dans une autre famille chrétienne, protestante, on a Jacques Ellul, qui a été le penseur, aussi le premier penseur de l'écologie en Europe, et peut-être même au niveau international. Pour moi, donc, il n'y a pas d'opposition avec la réflexion chrétienne, et au contraire, il y a un certain nombre de convergences, pour moi, qui sont évidentes. Et l'écologie ne se résume pas non plus à des questions environnementales. C'est très clairement un projet de société. C'est un projet de société qui peut rejoindre à un moment ou à un autre, je pense, les questions des valeurs chrétiennes, mais même dans sa réflexion de base. Je pense qu'y compris au niveau de la Genèse, sur la question de la chute, alors on va partir dans des choses lointaines, on a effectivement cette réflexion. La question de Caïn qui crée la ville pour se libérer de Dieu, qui soit plus sur le spot, c'est la construction de la ville et la liberté de l'homme qui se fait en opposition avec ce qui existait avant. C'est très intéressant. C'est la création des outils, c'est la création de tout un modèle d'organisation qui se fait justement parce qu'il y a eu la chute. Alors, donc, simplement... non, tout ça pour dire qu'on retrouve... Non, il ne fallait pas me lancer. Non, là. C'est très pour vous. Mais tout ça pour dire que moi, je crois que c'est très important et que l'Église, alors catholique, doit ne pas avoir de complexe par rapport à ça. Et aller plus loin. Moi, j'attends, c'est vrai, une vraie réflexion. Par exemple, on a parlé des OGM. Alors, l'Église catholique est très férue pour parler de l'embryon humain, de la manipulation sur le vivant humain, et elle a raison. Il faut qu'on aille aussi sur le végétal, sur l'ensemble du système vivant. Et pourquoi vous n'en parlez pas ou peu? Parce qu'il y a des positions libertaires chez les écologistes qui sont un petit peu en contradiction avec une certaine forme de justice et d'ordre que peut réclamer l'écologie. Mais non, être libertaire, vous savez, alors je ne vais pas vous refaire une citation, mais si je vais la faire quand même, c'est celle, je crois que c'était le prince Kropotkin, d'ailleurs, qui l'avait sauté, du grand anarchiste de la fin du 19e siècle et grand géographe ami d'Élisée Reclus, qui disait « L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre ». C'est-à-dire que c'est une espèce de folie furieuse qui est de croire que chacun va devenir, en intégrant son propre ordre, sans être obligé que la loi soit obligée de le faire pour lui. C'est le cadre absolu. Donc il n'y a pas d'opposition. Simplement, le respect de la vie, le respect de l'environnement, le fait qu'on ait encore une planète demain pour les générations futures, c'est une responsabilité collective, à la fois individuelle dans ses modes de vie, mais collective dans les décisions politiques. Et là-dessus, je pense que, et à la droite et à la gauche, on a les vieux productivistes, on a les vieilles idéologies qui n'ont rien compris à ça. Et aujourd'hui, il faut avoir l'audace de dépasser ces vieilles idéologies, souvent issues du 19e, le libéralisme ou le marxisme. Une question de Mathieu Castagnet pour prolonger tout ça. Mathieu Delacroix. Pour poursuivre sur un sujet d'actualité, mais dans la même veine, les écologistes sont décidés à relancer le débat sur la PMA pour les couples homosexuels. Est-ce que vous y êtes, vous, favorable, après ce que vous venez de nous dire sur les bricolages sur le vivant? Vivant. Moi, ma position a toujours été la même. Je n'ai jamais varié de position. D'ailleurs, je l'ai dit dans une émission de télévision il y a quelques semaines. Je suis contre toute manipulation sur le vivant. Que ce soit pour des couples homosexuels ou pour des couples hétérosexuels. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, le droit à la vie et le droit à l'enfant sont deux choses différentes. Et je ne crois pas que le droit à l'enfant soit un droit. Alors je vais me faire encore plein d'ennemis ce matin. Vous êtes contre toute aide médicale à la procréation? Je pense qu'il faut faire très attention avec ça et que la réflexion par rapport à ça ne peut pas se couper en tranches. Parce que sinon, on est dans une logique au fur et à mesure où d'évolution en évolution, bah pourquoi pas effectivement changer les enfants. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était ce qui est en train de se faire en Grande-Bretagne, où aujourd'hui, sur certaines maladies génétiques qui sont liées à la femme, même si on l'insémine, on aura la maladie. Eh bien, maintenant, on est en train de travailler sur 2 femmes et un homme. Et donc, on va mélanger les ovocytes, on va prendre une partie de l'ovocyte pour le mettre dans l'autre, etc. On n'a pas de limite. Alors, où on dit très clairement que c'est quelque chose qui sort de la logique, Jacques Testard, qui n'est pas quelqu'un qui est chrétien, au départ, pas du tout.
mais a une position très claire en disant arrêtons parce qu'on va vers l'eugénisme. Et donc tout ce qui va aujourd'hui faire qu'on va fabriquer le vivant plutôt que le laisser se développer, mais ça pose énormément de problèmes et de contraintes aussi, humaines, éthiques et tout ça. Donc moi je crois qu'il faut être très prudent sur ces questions-là, mais tout ce qui est manipulation, pour moi, sur le vivant, qu'il soit animal, qu'il soit végétal et encore plus humain, est quelque chose qui doit être combattu. Merci, merci de ce final, José Bové. Merci d'avoir participé à ce Face aux chrétiens spécial élection européenne. Merci à mes confrères d'y avoir participé. Et vous, auditeurs, téléspectateurs, si vous avez pris ce rendez-vous en cours, eh bien vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO, bien évidemment. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous spécial élection européenne. À bientôt.